Et donc, on va parler de l'étude VAXIR de la NGH et de l'étude VAXIFOI de SOS Hépatite avec le soutien de la NGH, de Moi Patient et de SEMCA. Vous voyez bien mon Merci. écran? Très bien. Alors, donc moi, je suis docteur Aurore Baron, je suis praticienne hospitalière au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, je fais essentiellement de l'hépato. Je suis en effet aussi au sein de la NGH avec Camille Barraud, que vous avez pu voir, que vous voyez, et puis plein d'autres pour essayer de développer la recherche clinique en centre hospitalier général. Et donc, nous essayons de lancer des études très pragmatiques au sein de cette association, très utiles au quotidien. Et nous avait paru important de faire une étude sur la vaccination, l'évaluation de la couverture vaccinale au sein de nos centres hospitaliers. Alors, j'ai pas de lien d'intérêt. Donc tout ça était parti du constat que la cirrhose est bien évidemment un état d'immunosuppression, une immunosuppression à tous les étages, à la fois de l'immunité innée et de l'immunité acquise, cellulaire ou humorale, et que l'ensemble de ces dysfonction immunitaire va entraîner, va favoriser la survenue de sepsis et de sepsis potentiellement graves chez des patients qui, par ailleurs, sont plus exposés aux infections bactériennes. Et ces infections vont engendrer des défaillances d'organes, des acutisations de leur hépatopathie et des décès. Qu'est-ce que c'est l'infection chez le patient cirrhotique? C'est des infections plus fréquentes, avec 30 à 50% des cirrhotiques admis dans un service hospitalier qui ont un sepsis, contre 1% en population générale. Une mortalité hospitalière qui est 2 fois supérieure, qui est estimée à 15% en cas d'infection simple et à 80% en cas d'infection sévère. Et puis, quand ils ne meurent pas de leur infection, il y a une morbidité beaucoup plus importante avec une prolongation de la durée d'hospitalisation. Et bien évidemment, ceci est en général lié à la décompensation de la cirrhose qui peut persister après la sortie d'hospitalisation et elle aussi mettre en jeu le pronostic vital. Alors, en fait, ces risques infectieux, pour certains, peuvent être prévenus par la vaccination, qui est quand même un moyen simple, efficace et peu onéreux de prévenir les infections. Alors, quelles sont les infections virales qu'on peut prévenir chez le cirrhotique? L'infection à pneumocoque, elle est plus fréquente, avec un odds ratio à 1,4. Elle est plus sévère, avec plus de chocs septiques, plus de pneumopathie sévère et avec une mortalité accrue qui est supérieure à 20% à la population générale. En ce qui concerne la grippe, le risque d'hospitalisation est 2 fois supérieur et il est d'autant plus pour certains variants, le fameux H1N1, il y avait un risque quasiment 6 fois supérieur d'hospitalisation et un risque de mortalité qui était multiplié par 17. Donc vraiment des risques d'infection grippale beaucoup plus importants avec des réanimations pour des atteintes respiratoires graves assez fréquentes. En ce qui concerne l'hépatite A et l'hépatite B, il y a un risque de décompenser la cirrhose, bien évidemment, lorsqu'on attrape l'hépatite A ou l'hépatite B, d'aggraver l'insuffisance hépatique. Et en cas d'infection à SARS-CoV-2, toutes les études avaient démontré que les cirrhotiques B ayant un child B et C faisaient des formes plus sévères, avec une mortalité élevée au moment des études qui ont été faites au moment de la première vague Covid, avec des mortalités qui pouvaient aller jusqu'à 30% à cette époque-là, versus des mortalités plutôt de 15% dans la population générale dans les formes respiratoires sévères en réanimation. Donc, là, je vous ai mis les recommandations vaccinales au moment de vacciner, parce qu'elles ont un petit peu changé, mais en gros, a été recommandé au moment où l'étude est lancée, une vaccination de l'hépatite A si le patient n'était pas immunisé, donc bien penser à faire la sérologie de l'hépatite A chez ces patients, avec une première injection et un rappel vaccinal à 6 mois. Pour l'hépatite B, une vaccination indispensable si les patients ne sont pas porteurs de l'hépatite B ou ne sont pas immunisés, avec plutôt une vaccination probablement en séquence rapide. Alors là, on manque encore de données. Vous savez que pour l'instant, on a un vaccin
en 3 injections, 3 doses, mais probablement qu'on va avoir le vaccin 2 doses qui sera sans doute plus efficace chez le sirotique. Et on a été démontré que l'efficacité vaccinale était faible chez le sirotique, moins de 50% d'immunisation. Alors que pour le vaccin 2 doses, cette immunisation semble supérieure. Des schémas double dose en séquence rapide, M0, M1, M2, M6, donc en 4 injections double dose, montraient des résultats plus favorables, avec des taux d'immunisation beaucoup plus importants. Cependant, ceci n'a pas été reproduit dans une nouvelle étude récente. Il manque des études d'envergure avec de grands effectifs pour pouvoir savoir quel schéma vaccinal est à préconiser chez le patient sirotique. La grippe, la vaccination Covid est recommandée en vaccination annuelle, voire semestrielle avec les campagnes de vaccination Covid. D'été polio tous les 10 ans, et on reste tous les 10 ans parce que le patient sirotique est considéré comme immunodéprimé. Et le pneumocoque, au moment de vacciner, la vaccination était recommandée avec une dose 13 valents en première injection, puis un rappel 23 valents 2 à 12 mois plus tard. Et vous savez que le vaccin 20 valents Prevnar 20 est sorti en dose unique, sans besoin a priori de rappel tous les 5 ans pour nos patients sirotiques, ce qui va bien faciliter la vaccination. Donc, une fois qu'on sait un petit peu quelles sont les recommandations et le pourquoi de la vaccination chez le sirotique, est-ce qu'elle est faite avant qu'on ait vacciné, on n'avait pas beaucoup de données, essentiellement des études plutôt américaines, plutôt sur les patients en attente de transplantation hépatique, donc plutôt des patients qu'on allait vacciner volontiers, puisqu'en attente de transplantation, avec des couvertures vaccinales qui étaient clairement insuffisantes, avec la grippe qui passait difficilement le 50%, et puis hépatite A, hépatite B aux alentours de 40%, et pneumocoque aux alentours de 30% de couverture vaccinale, ce qui était clairement insuffisant. Donc nous, au sein de la NGH, on s'est motivé, et donc on a lancé une étude de vraie vie. Donc on a 17 centres qui ont participé, et entre septembre 2021 et décembre 2022, on a inclus dans ces centres les sirotiques majeurs suivis depuis plus de 6 mois pour qu'ils aient eu le temps qu'on leur propose la vaccination dans ces centres. Et puis on a estimé la couverture vaccinale pour des TP, l'hépatite A, l'hépatite B, le pneumocoque, la grippe, la Covid, par un questionnaire. Les objectifs secondaires étaient de rechercher les facteurs modifiant l'accès à la vaccination, qu'ils soient sociaux, étiologiques, les facteurs liés aux prescripteurs ou à la gravité de la cirrhose, et évaluer la fréquence des infections évitables chez ces patients. Bien évidemment, étaient exclus les patients ayant déjà une immunosuppression non liée à la maladie hépatique ou des allergies vaccinales. Donc, comment on a procédé? On a fait un questionnaire qui était rempli conjointement par les patho-gastro-entérologues en présence du patient, en posant des questions au patient, avec le carnet vaccinal quand celui-ci était disponible, ou les données vaccinales quand on disposait dans le dossier médical, et avec les connaissances du patient. Et éventuellement, moi, j'ai passé 1 ou 2 coups de fil au médecin traitant pour compléter un petit peu tout ça. Et donc, on recueillait les caractéristiques de la maladie hépatique, les facteurs psychosociaux, les caractéristiques sérologiques, voilà, le statut vaccinal et la survenue d'infection. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a réussi à faire remplir 724 questionnaires sur les patients hospitalisés ou en consultation. Sans surprise, la majorité des patients étaient des hommes d'âge médian de 58 ans, et la majorité de nos patients, plus de 70% des patients, avaient une cirrhose compensée Child A, majoritairement liée à l'alcool dans 60% des cas. Nous n'avons pas beaucoup de patients qui avaient des facteurs de risque de précarité, malheureusement. Certains avaient une couverture maladie par CMU, AME sans couverture. Nous n'avions malheureusement pas de détenus, pas de patients ayant une précarité de logement, quelques migrants, et peu de patients souhaitant des consommateurs actifs, des usagers de drogue. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est déjà, la première chose, c'est quel était le statut sérologique au diagnostic de la cirrhose. Et en fait, ce qu'on va tout de suite, donc pour l'hépatite A sur la gauche, sur l'hépatite B à droite, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est que dans plus de 50% des cas, le statut de l'hépatite A était inconnu
au moment du diagnostic de cirrhose. Ça veut dire que les médecins n'avaient pas pensé, recherché cette sérologie ou qu'elle n'était pas traçable dans le dossier au moment de l'entretien. 30% étaient immunisés. Et très peu étaient vaccinés, 2%. En ce qui concerne l'hépatite B, on fait un petit peu mieux, mais le statut reste quand même souvent inconnu, alors que c'est quand même un diagnostic, une cause de cirrhose connue. 40% n'étaient pas immunisés, 20% étaient vaccinés, et certains étaient porteurs chroniques ou guéris, et ces patients seront bien évidemment après exclus de nos analyses en ce qui concerne la couverture vaccinale de l'hépatite. Alors, au moment du diagnostic, on interroge les malades sur leur couverture vaccinale. À peu près 1 sur 2 est vacciné contre ces rappels à jour du DT polio. Hein, c'est des patients qui ont pratiquement une soixantaine d'années, donc c'est assez classique, ils n'ont pas fait leur rappel. On constate que peu de patients sont vaccinés contre la grippe, encore moins contre l'hépatite B, l'hépatite A et le pneumocoque. Un peu normal au diagnostic. Je ne vous ai pas mis la Covid parce que c'était en pleine pandémie Covid, donc ils étaient quasiment tous vaccinés. En ce qui concerne le taux de vaccin, donc après, plus de 6 mois après la vaccination, où en est-on? Eh bien, en fait, on n'a pas fait clairement beaucoup de progrès, à savoir que si la vaccination contre la Covid au moment de cette pandémie était bonne, la vaccination contre la grippe est excellente, et plutôt bonne. Je ne vais pas dire excellente, parce que 70% ça reste non excellent, mais c'est plutôt bon. La vaccination contre le pneumocoque, l'hépatite B et l'hépatite A sont clairement insuffisants, avec des couvertures vaccinales respectivement de 23, 31 et 11%. Alors, et en plus, on ne vaccine pas, et après, on ne contrôle pas non plus. Donc, on a demandé aussi si, après la vaccination contre l'hépatite A et l'hépatite B, on avait contrôlé les anticorps. Et en fait, ce n'était quasiment jamais fait. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à vacciner? Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui fonctionne? Donc, là, c'est sur ces histogrammes, en vert, c'est avant le diagnostic, en rose, après le diagnostic. Donc, on voit clairement que la grippe, c'est pas mal. Hein, avant le diagnostic, 22%, après le diagnostic, 69%. On est plutôt bon. Je suis désolée, c'est vraiment pas bien passé avec le changement de logiciel. Donc, on s'est dit, est-ce que pour la grippe, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est le médecin qui vaccine? Est-ce que c'est autre chose? Donc, on a regardé qui vaccinait. Donc, en bleu, c'est le médecin traitant. En vert, c'est les pathologues. En rose, c'est autre. Alors, il y a aussi le pharmacien en bleu foncé et le centre de vaccination ici, là. On voit que pour la Covid, une grosse majorité de centres de vaccination au moment de la pandémie. En fait, si on regarde la grippe, on voit que c'est le médecin traitant qui vaccine. Donc, on se dit, très bien, voilà. Mais pour l'hépatite A, c'est aussi majoritairement le médecin traitant qui vaccine. Et finalement, l'hépatite A, les patients ne sont pas vaccinés. Donc, en fait, ce n'est pas le vaccinant qui va faire la vaccination. Donc, il va falloir trouver la cause ailleurs. Et donc, en fait, la cause, elle va être simple. Donc, pour la grippe, les patients qui sont non vaccinés se disent non vaccinés en vert à cause du refus. Et pour la Covid, n'en parlons pas au moment de... Donc, les patients pour grippe Covid sont essentiellement non vaccinés car ils refusent, ils ont peur de la vaccination, ils doutent de son efficacité. En ce qui concerne VHA, VHB, pneumocoque et DT polio d'ailleurs, en bleu, c'est la non-proposition qui prédomine avant tout, ou bien le patient n'est pas motivé, mais en tout cas, la non-proposition est quand même clairement majoritaire. Donc en fait, c'est de notre fait. Alors pourquoi la grippe ça fonctionne? Parce que tout simplement le patient qui est déclaré cirrhotique reçoit des instances de santé une sollicitation annuelle pour aller se faire vacciner. Et en fait, finalement, quand les patients reçoivent un courrier pour aller se faire vacciner, ils y vont. Alors, après, on s'est intéressé. Alors, malheureusement, nous avions très peu de malades vaccinés.
Donc, les analyses univariées et multivariées sont d'une puissance très, très, très relative parce que on avait tellement peu de patients dans le groupe vacciné qu'on a manqué vraiment de puissance. Pour le pneumocoque, ce qui ressortait en faveur de la vaccination, c'était d'être suivi par un hépatologue, d'être un homme et d'être un petit peu âgé. Pour l'hépatite B, c'était l'âge qui était associé négativement à la vaccination. Et alors, ce qui était très, très embêtant, c'est que notamment pour le pneumocoque, il n'était retrouvé aucun lien entre la gravité de la cirrhose, la consommation d'alcool, la précarité et la vaccination, ce qui était quand même assez inquiétant, notamment par rapport à la consommation d'alcool, puisque tout patient éthylique chronique devrait être vacciné contre le pneumocoque, qui est un facteur de risque majeur d'infection à pneumocoque. Enfin, nous avons voulu savoir si le fait de ne pas être vacciné pouvait favoriser les infections et quelle était un peu leur fréquence. Donc, sur notre cohorte d'un peu plus de 724 patients, chez les patients vaccinés, nous avons... Ah, je suis désolée, du coup, ça a sauté. Nous avons eu 3 infections. Alors, je vais repartager. 4 infections grippales et nous avions eu une vingtaine d'infections à Covid, c'est un tout, c'est caché, dont aucune infection grave à Covid. Chez les patients non vaccinés, ont été déclarées 4 infections à VHA, 3 infections à VHB, donc des surinfections, qui n'étaient pas graves, qui n'ont pas engendré de décompensation de maladies hépatiques et qui n'ont pas été responsables d'hospitalisation. Aucune infection à pneumocoque, qui sont quand même des infections relativement rares. 14 infections grippales, donc beaucoup plus d'infections grippales dans le groupe non vacciné, dont une hospitalisation. Pas plus d'infections Covid, mais par contre, plus d'infections ayant nécessité, enfin, aucun patient vacciné n'a nécessité d'hospitalisation, et c'est des données qu'on a dans la littérature, alors que nous avons, chez les patients non vaccinés, 3 hospitalisations, dont une en réanimation. Donc, les messages principaux, c'était que cette étude, c'était une première évaluation de la couverture vaccinale des sérotiques en vie réelle sur un large effectif, que les couvertures vaccinales contre l'hépatite A de 11%, l'hépatite B de 31% et le pneumocoque de 23% étaient très faibles, que les vaccins obligatoires ou dans la prescription est institutionnalisée sont réalisés bien plus largement. Donc à l'époque, 94% pour la Covid, il faudrait qu'on le refasse maintenant, hein, bien évidemment, et 69% de couverture vaccinale pour la grippe, et que la non-prescription était la principale cause de la non-vaccination. Et donc, il faut vraiment envisager des actions correctives, c'est-à-dire de systématiser les questions sur la vaccination en consultation de cirrhose, et ça doit faire partie de notre bilan initial de cirrhose, faire des sérologies hépatite A, hépatite B pour voir les statuts d'immunisation des patients, leur proposer la vaccination et bien avoir la pédagogie de leur expliquer pourquoi, sincèrement, pour le faire régulièrement en consultation depuis des années. On a peu de refus. C'est essentiellement des refus, en effet, de vaccins contre la grippe et la Covid. Pour le pneumocoque, c'est assez exceptionnel d'avoir des refus. Et puis, évaluer l'exécution, l'efficacité et traiter et tracer les vaccinations. Depuis qu'on a l'ouverture à la vaccination dans les officines de pharmacie notamment, chez les sages-femmes, on a vraiment des possibilités de faire vacciner nos malades facilement. Et donc, il faut vraiment y aller. Je remercie donc tous les acteurs de ce beau projet, les 17 centres inclueurs de la NGH et particulièrement le centre de Creil qui a été extrêmement actif, Pontivy, Saint-Denis et Orléans. Et puis, pour aider à la vaccination, je pense qu'il faut faire des petites choses simples. Vous avez une ordonnance sur le site de la NGH disponible toute faite pour les patients cirrhotiques que vous pouvez imprimer et utiliser au quotidien. Elle a été actualisée avec la vaccination anti-zona, la vaccination pneumocoque avec le Prévenir 20. Et voilà, j'avais fait ce petit trait d'humour lors de mes communications précédentes. C'est une petite affiche que j'ai volée aux vétérinaires qui mettaient leurs petits animaux, je l'aime, je le vaccine. Et ben, nos patients atteints de maladies graves du foie, on les aime, on les voit au quotidien. Et il faut vraiment les vacciner pour les aider.
Voilà, et puis Pascal va enchaîner parce que ça a donné des idées à SOS Hépatite, ce travail, et puis ils étaient déjà très sensibilisés par rapport au travail sur la vaccination, et on a essayé de poursuivre du côté patient ce travail. Merci beaucoup, Aurore. Je vais essayer en 4 minutes de vous présenter Vaxifoi, qui est donc le pendant fait à SOS. Je ne sais pas si le diaporama est chargé. Juste pour dire que c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas suite à. Ça fait quand même un paquet d'années, pour les plus anciens. On était au forum à Lyon. On a eu la chance d'avoir la ministre de la Santé qui était venue au forum à Lyon. Et à l'époque, dans les revendications fortes d'SOS Hépatite, il y avait la vaccination remboursée en cas de cirrhose, puisque le vaccin d'hépatite A n'était pas remboursé. Et c'était grâce à une action d'SOS Hépatite et de collectif qu'on avait pu mettre le pied dans la porte et faire rembourser le vaccin de l'hépatite A. Et la ministre était venue l'annoncer au forum. Voilà, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est sur cette thématique et on est content de voir que Vaxir a enfoncé le clou. Alors, Vaxifoi, ça va aller très vite. La voie des cirrhotiques, suite au résultat de Vaxir, où la voix des patients était recherchée par les médecins, on s'est dit, nous, à SOS Hépatite, on veut porter notre voix nous-mêmes. Donc, SOS Hépatite et maladies du foie, nous voulons faire entendre la voix des malades depuis 2021. Autour de cette thématique, on avait déjà repéré dans les congrès qu'il y avait une surmortalité en cas de cirrhose. Donc, nous avons lancé un projet avec une demande de financement auprès du FNDS, le Fonds national de démocratie en santé, qui a été accepté. Donc la démocratie en santé, c'était de montrer en quoi les patients pouvaient être eux-mêmes acteurs de leur état sanitaire en les interrogeant sur la vaccination. Donc nous avons mis en place un réseau spécifique pour construire cette enquête. Il manque encore des gens. Il y avait la NGH, en appui Moi Patient SMK, mais où il y a eu aussi depuis maintenant la Fédération des pôles et des réseaux qui nous a apporté son soutien. Et on en est très content. Donc, vous êtes touché par la fibrose hépatique sévère. Connaissez-vous les risques infectieux auxquels vous êtes exposé? Savez-vous si votre vaccination sont à jour? Avez-vous des interrogations vis-à-vis de la vaccination? Bref, c'est toutes les questions qu'on se posait. La vaccination, votre expérience compte pour nous. Donc, ça, c'est tout le support qu'on a pu utiliser. Donc, où en est-on? C'est un questionnaire qui est en ligne, qui a débuté au 1er septembre 2024. C'est une catastrophe, clairement. Il y a très, très peu de participation. Pourquoi est-ce une catastrophe? Et on est en train de... Là, je viens vous dire qu'on est face à un échec aujourd'hui, qu'on va essayer de rattraper la mayonnaise. Mais pourquoi? La réflexion, c'est qu'il faut avoir un accès à un ordinateur. Clairement, quand vous avez un cirrhotique en face de vous et que vous lui dites « Monsieur, j'ai un truc pour vous, vous allez nous aider à faire entendre votre voix, vous allez rentrer chez vous, je vous donne un petit papier, vous allez flash-coder et ce soir, vous faites l'enquête et vous verrez, vous pourrez répondre à 60 questions, ça va vous prendre une grosse demi-heure. » Le patient, il ne fait pas, clairement. Savoir se connecter et répondre en ligne, ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand on voyait que la moyenne d'âge était plutôt au-dessus de 50 ans, l'accès, la fracture numérique, elle est là. Le questionnaire, on l'a bossé avec Aurore, on l'a bossé avec les gens d'SOS Hépatite. Honnêtement, il est lourd et on a été trop ambitieux. On a probablement voulu poser trop de questions et on aurait peut-être dû faire quelque chose de plus recentré. Et il y a des difficultés de compréhension pour les gens entre le dépistage et la vaccination. Alors, on m'a fait une prise de sang et on m'a dit que l'hépatite B, c'était bon. Oui, mais vous avez été vacciné ou pas? Enfin, voilà. C'est compliqué pour un certain nombre de patients. Et en plus, on se souviendra qu'un certain nombre de patients cirrhotiques ont des troubles cognitifs. Alors, une expérience, là, c'est la mienne, depuis le mois de septembre, sur à peu près 80 patients cirrhotiques que j'ai vus à ma consultation, 3 sur 4 n'étaient pas accessibles. Je commençais à causer, il n'y avait pas d'accès Internet, ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas, personne ne pouvait les accompagner. 3 sur 4, il y avait une cirrhose, j'aurais bien aimé savoir, d'autant que je m'étais rendu compte moi-même que j'avais raté des prises en charge en termes de vaccination. 4 sur 80 seulement ont accepté le principe. Donc ils m'ont dit, on va le faire. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? J'en suis pas sûr, parce qu'après, il fallait tout le démarrer. Donc 4 sur 80, c'est une catastrophe. J'ai proposé des accompagnements par un tiers. Alors vous avez demandé à votre fille, qui connaît un peu mieux, qu'elle vous aide à faire le questionnaire, mais voilà, je ne sais pas si ça a fonctionné. La solution pourrait être une enquête téléphonique. Donc ça, c'est le plan B que j'ai utilisé avec SOS Hépatite, dire mais il faut que Véro, elle s'y colle, qu'elle rappelle les gens et qu'elle leur pose des questions pour les aider à remplir. Et Véro, gentiment, m'a dit à maman, mais il y a une dame là, elle est fin folle, elle ne comprend rien. Elle dit, ouais, oui, mais moi j'ai pris des cirrhotiques tout venant. Donc monsieur tout le monde avec une cirrhose, ce n'est pas forcément simple à lui faire une enquête téléphonique, à lui faire répondre aux questions. Donc on a besoin de toutes et tous
La démocratie sanitaire, ben, ça a ses limites. Ben, voilà, on en a une. On nous a fait confiance, on a pu obtenir des budgets, mais on va peut-être obligé de rendre une copie négative. Sera-t-on représentatif? C'est-à-dire que même si on arrive à faire un gros boulot et qu'on a mis 80% des sirotiques les plus fragiles en dehors, ça veut dire qu'on va toucher qu'une petite proportion des sirotiques les plus top, ceux qui ont un ordinateur et qui savaient répondre. Donc ça, moi, ça me pose question. Il ne faut pas abandonner les sirotiques, ça j'en suis convaincu. La vision sera-t-elle juste? Ben voilà, est-ce qu'on sera représentatif? Comment ne pas laisser les patients sur le chemin? Ça, c'est une vraie question que je me pose aujourd'hui. Et puis ma réflexion, c'est qu'il y a peut-être deux types de sirotiques. Un, ceux qui peuvent se saisir du message de la prévention pour la vaccination, qui pourront activer une demande auprès de leur médecin traitant. Ça, c'est le haut du panier. J'ai compris, je suis capable, je suis abstinent, voilà. Mais quand vous arrivez avec un sirotique illettré, alcoolisé à la consultation, ça devient tout de suite un cran plus compliqué. Et puis le deuxième type de patients, c'est ceux qui ne peuvent pas se saisir du message de prévention par la vaccination et pour lequel il faut les prendre en charge et les accompagner dans la vaccination. Mais c'est à qui de le faire? C'est au médecin généraliste, c'est à l'hépato. Et est-ce que la proposition de vaccination figure telle quelle dans le courrier médical? Alors oui, j'ai parlé de l'image douteuse que j'avais sur le foie, des varices œsophagiennes, de quand est-ce qu'il faudra faire le contrôle et redemander l'avis du cardiologue pour les bêta-bloquants. Mais ce que j'ai dit au médecin traitant, je te laisse faire la vaccination de l'hépatite A, de l'hépatite B, vérifier les autres vaccins. Je pense que dans le courrier, on l'oublie plein de fois, ça semble tellement évident et ça passe à la trappe. Et la deuxième réflexion, je pense que du coup, la fin de notre projet Vaxifoie, c'est de bosser sur les outils. Quoi demander? L'ordonnance type sur le site de la NGH. Je pense que ça, c'est une super idée. Il faut que ce soit porté par SOS. On en avait parlé depuis longtemps, un carnet de vaccination spécifique aux sirotiques qui pourrait être élaboré par SOS et les gens à qui on bosse pour que chaque sirotique, on lui remette un carnet de vaccination en expliquant pourquoi c'est dangereux l'hépatite A, comment il faut la tester. Et il pourrait mettre ses tampons comme ça. Et ça pourrait être un carnet de vaccination qui lui soit spécifique et qui circulerait entre le médecin traitant et l'hépato. Élargir les ALD pour cirrhose. Je vous rappelle que si on fait le compte de tous les sirotiques en France, on devrait être à 700 000 patients avec une cirrhose. Or, quand on interroge la Sécu, il y a moins de 50 000 ALD cirrhose. Ça veut dire qu'il y a plein de médecins qui ont des sirotiques et qui ne demandent pas l'ALD en disant bah, « de toute façon, il n'y a rien à faire, je lui ai déjà dit 15 fois d'arrêter de boire, il ne le fait pas, donc je ne demande pas l'ALD, ça ne sert à rien. » Et à mon sens, on pourrait faire apparaître les vaccinations dans la stratégie de soins au moment du remplissage de l'ALD. C'est-à-dire sur la case, qu'est-ce que vous allez faire? Biologie tous les 4 mois, une échographie tous les 6 mois, et on pourrait mettre à jour les vaccins et le faire figurer à ce moment-là. Et on pourrait d'ailleurs, et on a encore eu l'exemple cette année, les patients sirotiques ne se feront pas interpeller par la sécurité sociale et bon nombre d'entre nous ne sont pas invités à se faire vacciner pour la grippe. Les diabétiques, ça marche. Les sirotiques, ils sont sur une ALD hépatologie et donc il n'y a pas forcément besoin de vacciner tout le monde dans les hépatopathies. Mais en tout cas, il y a des sirotiques qui n'ont pas la convocation de vaccination grippe. Je pense qu'une des pistes aussi, ça pourrait être informer l'entourage pour arriver à toucher ces patients qui sont les plus fragiles. Mais que fait SOS Hépatite? Je pense que là, on doit rebondir sur notre échec et proposer des choses. Et puis j'ai envie, allez, je fais juste une blague à 2 balles. Regardez, on fait des visuels, on demande que les gens prennent la parole, mais on ne leur a pas fait de bouche. Merci. Alors, merci encore pour votre patience. On a une question dans la salle. Je pense que nous n'avons pas de questions à distance. Et voilà, vous n'avez pas patienté 20 minutes. Après, nous irons déjeuner. Bonjour, Sandrine François, attachée de recherche clinique en hépato-gastro au CHU de Limoges. Alors juste un tout petit mot sur le questionnaire Vaxifoie. C'est vrai que nous, on avait demandé la version papier. Donc merci à SOS Hépatite de nous avoir envoyé quelques exemplaires. Et donc on a vu avec les hépatologues du service et les ARC, les attachés de recherche clinique, prennent le relais pour essayer d'aider les patients à le remplir. Donc on va faire ce qu'on peut. Ce ne sera pas grand-chose, mais bon. Voilà. Non, moi j'avais une autre question sur l'enquête sur Vaxir, pardon, excusez-moi, j'avais oublié le nom. Voilà. Est-ce que vous envisagez, est-ce que s'il ne serait pas possible de faire une enquête nationale avec le SNDS, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le Système national des données de santé, de faire un algorithme pour, alors c'est pas très simple, hein, je reconnais, de faire un algorithme pour essayer d'identifier les patients sirotiques et de voir donc les prescriptions de vaccins, tout simplement. Alors, je sais que ça a été fait par certains labos pour le pneumocoque, mais le problème, c'est qu'ils avaient regardé uniquement les codes hépatopathie chronique et pas la fibrose avancée spécifiquement.
Et oui, c'est une possibilité. Je suis en plein dans le SNDS pour une thèse de sciences. Très bien. Nous avons travaillé également dessus. C'est pour ça que je me permets de vous poser cette question. Mais je sais que ce n'est pas très simple. Hein. Tout à fait. Donc bon, là, je vais avoir une bonne partie des cirrhotiques. Alors, on regarde d'autres choses, on regarde le parcours de soins. Voilà, c'est ça. Voilà, mais on pourra peut-être, on verra si on arrive à pouvoir faire une requête vaccination. Ok, merci. Moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit pour le support papier, hein, parce qu'en fait, je pense que l'informatique, on découvre les questions au fur et à mesure, donc ça fait peur à un certain nombre de gens. Voir le papier avec toutes les questions avant, c'est peut-être un moyen aussi d'accéder plus facilement à des réponses. Donc je pense que ça, c'est important, parce que nous, on l'a vécu aussi, nous, en Guadeloupe. La deuxième remarque, je pense que le carnet de vaccination, c'est très bien, mais il pourrait aussi y avoir une checklist de prise en charge des cirrhotiques, c'est-à-dire l'échographie, etc. Enfin, je veux dire tout ça. Et la vaccination devrait faire partie de ça. Les maladies inflammatoires intestinales, il y a une checklist pour ne rien oublier. Et je pense que ça, au niveau national, pas au niveau local ou régional, il devrait y avoir cette checklist et la vaccination devrait être proposée de manière systématique aux patients. Et le patient pourrait partir avec justement une information. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, je sais que dans nos documents d'ETP, on a la checklist, mais voilà, c'est local. Je pense qu'il faut en effet que ce soit standardisé. Alors après, est-ce qu'on fait un carnet vaccinal cirrhose? Est-ce qu'on fait une sorte de passeport plutôt cirrhose où il y a une partie vaccinale, une partie surveillance d'imagerie? Voilà, c'est à réfléchir en fait pour voir comment on peut stimuler le problème, c'est que le passeport global, comme disait Pascal, souvent on pense au plus grave. On pense au dépistage du CHC, on pense à une complication d'hypertension portale. Le suivi nous préoccupe beaucoup par rapport à ça. Et puis après, déjà, quand on a la mâche qu'il faut faire maigrir, etc., la vaccination, ça passe vraiment toujours au dernier plan. Et c'est vraiment... Je pense que ceux qui sont hospitalisés pour découverte de leur cirrhose, c'est vraiment très bête de ne pas les vacciner à ce moment-là. Globalement, on y arrive. C'est l'expérience du service, c'est vraiment, je pense qu'il faut encourager les services à le faire vraiment à ce moment-là, les sérologies systématiques, et que le malade reparte au moins avec une ordonnance vaccinale à ce moment-là. Ceux qui sont découverts en consultation, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui, un passeport et une checklist systématique. Moi, je pense que le passeport, ça serait aussi le lien avec le médecin généraliste. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier le médecin généraliste qui a un rôle important de support, je veux dire, de la prise en charge et d'information. Parce qu'en plus, souvent, à l'hôpital, on garde l'information ou on est en information avec le patient sans que le généraliste soit forcément au courant. Donc ce passeport permettrait le lien entre le médecin généraliste, le patient et le spécialiste. Et des choses bêtes comme les médecins. Merci beaucoup. Une dernière question, mais qui permet de faire aussi le lien avec cet après-midi. La question du professeur Tariq Asselah. Et après, on vous laisse aller déjeuner. Merci encore. Merci rapidement. Bravo Aurore, bravo Pascal pour ces études importantes. Je crois qu'on se trouve devant une difficulté entre un questionnaire très simple et qui n'apporterait pas d'informations et exhaustif qui ne serait pas faisable. Et je trouve que c'est un peu la même chose pour les recommandations, des recommandations qui sont trop vastes, trop larges, que les gens n'arrivent pas à lire, et des recommandations qui sont trop simples. Et je trouve qu'une des possibilités, c'est d'avoir finalement des questionnaires comme font parfois quand on a la RATP, qu'on prend l'avion, qui sont successifs avec 5-6 questions. Au moins, on a les éléments essentiels. Si la personne veut aller plus loin, il y a un deuxième volet qui s'affiche. Pour ceux qui veulent persévérer, on aurait plus peut-être d'informations. Et puis pour les recos aussi, un truc très simple et puis un truc après plus longue version pour ceux qui veulent s'intéresser. Et juste peut-être, je suis complètement d'accord avec la proposition de SNDS, parce que je crois que c'est hyper important. On a les prescriptions de vaccins, on a, si la requête est faite cirrhotique, après c'est vrai que ça prend du temps, mais il y a beaucoup d'informations.
Et puis, je termine juste pour te féliciter pour ta thèse de science.